salut à tous, j'espère que vous allez bien et ce soir nous nous retrouvons pour désormais un podcast rituel si on peut dire ça comme ça puisque alors ça fait un petit bout de temps pour le coup qu'on n'a pas fait parce que les occupations à gauche à droite, le travail et autres, on a pu faire un podcast sur Takashi Miike comme d'habitude avec l'ami, donc pour le coup je spoil déjà en parlant de Takashi Miike, l'ami Jules Melon qui est présent et nous allons continuer puis nos pérégrinations. Xavier Janssens. Alors, tout d'abord, effectivement, je vais me tourner vers toi, Jules Melon. Comment vas-tu? Es-tu en forme? Comment te sens-tu? En forme de quoi? C'est la question. Non, mais plus sérieusement, très heureux de reprendre cette aventure Xavier Janssienne. C'est joli. On dirait le nom d'un alcool. C'est vrai. Un petit peu de Xavier Janssienne, s'il te plaît. Non, mais un réalisateur qu'on apprécie pour ses choix, pour sa carrière qui est prolifique et qui notamment récemment, mais ça on en parlera, le temps venu, fait un film assez marquant en 2023 et qui nous en proposera un autre là sur la scène en plein JO. Ça va être intéressant, on va pouvoir fantasmer des requins qui vont manger les athlètes, etc., voire certains politiques. Non, restons sérieux et reprenons ce rituel, comme tu le dis, avec un film qui est dans une forme de rituel d'ailleurs. Tout à fait. Puisqu'on est pour le coup en 2017, donc on a déjà un passage chroniqué pour ceux qui s'intéressent, on a déjà discuté autour donc de Frontières, de Hitman et de The Divide, qui étaient les trois premiers. Là on continue, si je puis dire, en suivant la chronologie de sa filmographie. Et donc on arrive donc en 2017 avec un film qui s'appelle The Crucifixion, donc produit par Peter Safran, donc qui est un des coproducteurs de Conjuring, de la saga Conjuring, entre autres aussi d'Annabelle, etc. Donc tout du Conjuring verse globalement. Donc un film qui, on l'a dit un petit peu off, on en a discuté avant, aurait pu totalement intégrer en tout cas, parce que ça rentre un peu dans le même genre de... La DA finalement assez proche, mais on y reviendra un petit peu aussi. Et puis finalement les thématiques qui sont posées, mine de rien, on s'en approche aussi, puisque on est dans un film pour le coup de possession et d'exorcisme, sur lequel je pense que je prendrai le temps tout à l'heure, une fois que tu aurais ton avis aussi, de peut-être de rebondir sur mon rapport au film de possession et d'exorcisme, qui est un genre que je trouve intéressant en demeurant, mais dont je trouve finalement qu'il y a très peu de films réussis, véritablement, sans spoiler mon avis sur celui-ci en tout cas, mais je pense qu'une fois que Friedkin a fait Exorcist, il n'y a plus grand chose à faire en fait finalement, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Et donc là on est dans quelque chose finalement d'assez classique en termes de narration. Pour résumer ça de manière très très simple, on a ce prologue dans lequel on découvre un exorcisme qui tourne mal, c'est dans un petit village en Roumanie, et pour le coup on va suivre par la suite une toute jeune journaliste américaine qui décide de se précipiter en Roumanie pour aller étudier, enquêter sur ce cas mystérieux sur lequel à la base elle ne croit pas vraiment à ce qui se passe, et elle soupçonne, puisque l'un des prêtres en tout cas qui gérait ce rituel pour revenir d'exorcisme est en prison pour le coup et est accusé du meurtre de la pauvre possédée, de la pauvre victime, et donc pour le coup elle va s'enfoncer progressivement dans ce mystère, avoir moult visions étranges qui vont la mener peut-être vers quelque chose de bien plus fantastique et horrifique qu'elle ne croyait finalement découvrir de prime abord. Donc pour résumer ça de manière assez simple, on est encore une fois sur un exorcisme qui tourne mal avec une enquête, on est sur quelque chose finalement qui est un archétype assez classique dans ce type de narration. Donc voilà, l'idée, moi je l'avais pas vu, c'est bien parce qu'on part finalement à peu près au même niveau si je puis dire, parce que moi c'est un film que j'avais pas vu pour le coup de Xavier Janssens, que j'avais même un peu loupé parce il est sorti donc aux États-Unis, mais il n'est pas sorti en France, que ce soit d'ailleurs en salle ou en DVD, il y a rien du tout. Donc c'est vraiment une totale découverte, et j'avoue au fait que c'est un film que j'avais vraiment oublié, donc j'avais oublié l'existence en fait dans sa carrière, donc c'était intéressant pour le coup de le découvrir. Donc film au passage américain, donc c'est ça aussi qui est intéressant, on a déjà vu, on en a déjà parlé un petit peu avec Hitman et les soucis qu'on a pu évoquer autour de ça, et c'est intéressant voilà qu'il se relance finalement dans un film américain pour le coup, sous une grosse major, ou en tout cas produit par Peter Safran entre autres. Bah écoute, on va commencer par là. Après ces quelques éléments contextuels, Julien, qu'en as-tu pensé de cette découverte et qu'en as-tu pensé tout court pour l'instant? Alors, oui, déjà je te rejoins sur en fait les films d'exorcisme, c'est pas évident de trouver le truc qui va faire quelque chose de supplémentaire par rapport évidemment à l'exorcisme de Friedkin, qui n'est même pas mon Friedkin préféré en plus, donc ça aussi c'est très intéressant. Je suis pas un grand fan de ce style-là à la base. Cependant, bon là, je me dis pourquoi pas, plus on va en Roumanie, ça peut être sympa, on risque de sortir quelques petites coutumes locales, attention aux clichés aussi, il faut se méfier. D'ailleurs, c'est coproduit par la Roumanie,
Bon, ça a été tourné sur place, ils ont dû mettre un petit peu l'argent quand même. Et c'est estampillé film britannique, mais plus américain sur certains points. J'étais content aussi de retrouver Sophie Cookson, qu'on voit dans les Kingsman. C'est vrai qu'on l'a pas vu dans énormément d'autres films finalement, quand on y pense. Et alors, le principe de départ, bon, déjà, on nous montre cet exorcisme qui a mal tourné, donc c'est cool, on nous met in media res dans le côté ça va être sans pas, ça va être sanguinolent, il va y avoir un petit peu, on va en prendre plein les mirettes, quoi. Bon, déjà, sur ce point-là, pas vraiment, parce que c'est très sage, hein, au final. Bon, ça, c'est un premier point, mais bon, pourquoi pas. Moi, j'ai été surpris par le côté, alors, auteuriste, entre guillemets, du film, qui se donne une posture qu'il ne peut pas avoir par rapport aux limites, je pense, aussi d'ambition de base. Le film est vraiment entre deux eaux là-dessus. On sent que Xavier Jean, il fait tout ce qu'il peut. Il a même des bonnes idées de réal par certains moments. Mais alors, dans l'écriture, le film, il dure 1h30, hein, on est d'accord. Ouais. T'as l'impression qu'il dure 2h30. C'est très spécial. Que ça prenne son temps, moi j'aime bien. Mais qu'est-ce que ça raconte au-delà donc d'une enquête traditionnelle? Et on voit le côté enquête, hein, c'est vraiment Conjuring, quoi. C'est les deux scénaristes, les frères Hayes du premier Conjuring. On le sent, quoi. Mais ça ne va nulle part. Et là où ça nous mène, en fait, dès le début, il y a une scène qui m'a profondément énervé au départ, c'est quand la journaliste parle avec son rédac chef, son boss. Tout est déballé avec un dialogue où on explique tout. Et ma mère, et gna gna gna, et puis la foi, et t'es sûr, et puis machin, oh là là, et direct, en fait, le scénario t'est déballé, tu sais où tu vas. Et ça, c'est vraiment une paresse absolue. Je trouve que cette scène était... Je pense pas que Xavier Jean s'est apprécié la faire, cette scène, par exemple. C'est direct, on balance tout, donc tout ce qui va se passer derrière, il n'y a aucune surprise. Et ça donnera même lieu à une thématique particulière sur la foi qui me paraît un petit peu cliché et rentre dedans sur certains points. Après, il y a des choses qui peuvent être sympathiques, on prend du temps à aller sur la route et tout, il y a la scène d'exorcisme de fin qui est sympathique aussi. Mais qu'est-ce que ça dure pour rien, en fait. Tu aurais pu avoir un petit épisode Master of Horror de 40 minutes dessus, ça aurait fait le café, quoi. C'est assez plat, en fait, globalement. Je vais pas dire que c'est mauvais, si ce n'est sur certains traitements. Donc ce début et puis cette fin aussi mais alors on en parlera en zone spoiler quand on spoilera gaiement, comme tu le dis souvent. Alors là, mais on a renversé le pot de Nutella sur la tartine à la fin. Je pense que vous pouvez choper un diabète direct en voyant la fin. Mais clairement. Mais je pense que Xavier Jean, s'il doit avoir conscience de cela, il a fait le faiseur entre guillemets, hein, parce qu'il aime faire du cinéma, il aime son boulot. Et on le voit sur certains plans. Et je pense que si on lui demandait aujourd'hui, peut-être qu'il nous écoute, hein, Xavier. Je pense pas que ce soit le film dont il soit le plus fier. Et on comprendrait pourquoi. Et toi, du coup, alors, sur ce plan-là? J'aime bien ce que tu dis. Il y a un côté, effectivement, il y a un côté film, on sent le film de commande, et côté, effectivement, un peu faiseur, en fait, où il y a quelque chose, effectivement, t'as cité, moi, ce qui me pose le plus problème, c'est-à-dire que le film dure 1h29, c'est ça, 1h30. Et grossièrement, en fait, la structure, elle est complètement étrange. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, on commence avec ce prologue où on arrive en Roumanie, ce qui a un côté un peu dépaysant. Effectivement, on a une sorte d'attente mythologique intéressante. On va peut-être être en contact avec une mythologie un petit peu différente, peut-être en tout cas, ou une approche un peu différente pour justifier ce contexte roumain qui est intéressant aussi, ce village un petit peu étrange, un petit peu isolé. On commence sur ce plan plongé sur le village et on a une sorte de long travelling qui nous emmène jusqu'au tréfonds d'une crypte en plan séquence et c'est hyper chouette. Pour le coup, moi je trouvais ça assez intéressant. Alors c'est un côté un peu artificiel, mais mine de rien, voilà, ça me permet une entrée en matière, comme tu dis, in medias res. On est vraiment plongé dans cet exorcisme et en fait finalement ça dure assez peu de temps, mais finalement c'est intéressant parce que c'est le but de tout film d'exorcisme en fait, parce que c'est quand même ça le problème du film d'exorcisme. Ce qu'on attend, c'est un climax qui se veut être l'exorcisme, sans spoiler, puisque finalement on attend que ça. Derrière, on attend que ça. On sait pas qui finalement va être possédé, mais on a quand même cette attente progressive. Finalement, tous les enjeux des personnages et les enjeux mythologiques, en fait, ils sont résolus par une scène d'exorcisme. Donc, il doit finalement être digne de ce nom. Je veux dire, dans l'exorcisme de Friedkin, le film est relativement long, ça met du temps à venir parce qu'on travaille. Je veux dire, Friedkin, c'est un cinéaste du doute. Il est continuellement dans ce doute et il travaille le doute continuellement. Quand on suit le calvaire de Reagan, donc on prend beaucoup de temps pour enlever toutes les possibilités pour finalement à terme arriver à cette question qu'elle est possédée. Et à partir de là, en fait, on a vraiment une demi-heure autour de la séquence d'exorcisme et tous les enjeux humains qui jouent autour. Là, moi, ce qui me dérange, effectivement, c'est qu'on a donc
cette introduction, ce prologue. Ensuite, effectivement, tu as cette séquence moi qui m'a profondément énervé dans sa manière d'être mise en scène et puis en dialogue aussi où grossièrement on te déroule en 3 minutes. Hein. Ça va faire vraiment même à peine. Même déroule. Pas, voilà, on a une sorte de pose. On pose des enjeux de l'héroïne de manière qui sont en plus des enjeux complètement clichés et on te les balance comme ça dans une discussion qui est finie dans une sorte de bureau un peu tristou. Et globalement, après ces 3 minutes-là, on va se taper 1h10 d'enquête, 1h20 d'enquête, et il va rester 5 minutes à la fin. Et pour résoudre absolument tous les enjeux qui ont été posés. Et évidemment, je spoil un peu sans vraiment spoiler, c'est-à-dire qu'encore une fois, on l'attend l'exorcisme, et on a 5 minutes à la fin d'exorcisme, en gros. Et encore, quand je dis 5 minutes, c'est 5 minutes, on comprend avec ça la résolution vraiment de l'exorcisme. L'exorcisme en tant que tel ne dure que 3 minutes grand max. Et il y a pas vraiment, on a vraiment ce truc-là où entre les deux, effectivement, je trouve ça très bien ce que tu dis, il y a quelque chose de très terne, de très plat. L'enquête, alors, elle déroule son petit truc, mais c'est pas super passionnant. C'est parfois, il y a des petits trucs, des petits jumpscares, soit ça à droite à gauche, qui sont finalement assez faciles et pas très intéressants pour quand même distiller le fait qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais finalement, il n'y a pas vraiment de crescendo dans le film jusqu'à ce climax qui serait finalement l'exorcisme, qui serait l'aboutissement de tout ça d'un point de vue encore d'enjeu émotionnel ou mythologique. Donc le film m'a un peu énervé sur ce point-là, sans... Voilà, je n'ai rien contre Xavier non plus, attention, et je pense qu'il y a quelque chose vraiment d'un film un petit peu de faiseur. Au-delà de ça, par contre, ce que tu disais, je vais rebondir sur ce que tu disais sur un dernier point, ça reste un film qui formellement, globalement, même si c'est finalement assez plat, il n'y a pas forcément d'éclat à proprement parler, mais la photo est plutôt jolie. Il y a des choses qui sont intéressantes, je pense notamment à, c'est un truc qui est développé dès la première séquence d'exorcisme, dès le prologue il me semble, mais qu'on retrouvera à la fin. Il y a des idées graphiques qui sont intéressantes, je pense notamment cette idée que pendant les exorcismes il y a une pluie en intérieur par exemple, que je trouve très chouette, et c'est quelque chose qui va être réutilisé dans la séquence de fin, et ça je trouve ça intéressant. Il y a des petites choses comme ça, cette manière de filmer le village aussi, de créer une sorte d'ambiance un peu étrange. Parfois j'avais l'impression de me retrouver dans Resident Evil 4, dans cette manière de traiter ce petit village un peu étrange, un peu isolé de tout. Dans lequel elle est une étrangère et donc elle est complètement paumée, elle est perdue par rapport finalement à tous ces personnages qui gravitent autour d'elle. Donc voilà, il y a des petites choses que j'ai trouvées intéressantes, mais je trouve que malheureusement, globalement, le film manque vraiment de personnalité et un petit peu bouffé peut-être par ce statut quand même de film de studio malgré tout, affilié de manière plus ou moins lointaine au Conjuringverse, parce que je trouve qu'il y a quand même un truc un peu étrange où on voit vraiment la proximité. C'est vrai que ça aurait pu, ils auraient pu. J'imagine si le film avait eu une sortie cinéma et un petit succès, ils auraient collé ça dans le Conjuringverse sans problème. On aurait une suite avec les Warren là, qui débarqueraient en mode allez on y va. Mais sur la mise en scène, oui, il y a cette pluie intérieure qui quand même renvoie à un cliché final sur lequel on reviendra. Mais il y a des idées aussi, par exemple quand il y a un personnage, je crois que c'est une autre nonne qui raconte le passé de celle qui est morte dans cet exorcisme au départ. Il y a une transition à la fenêtre et on est dans le même... Enfin, on va dans le passé comme ça. Voilà, et des idées. Xavier Jean, il aime bien travailler ces transitions-là. Et on l'a vu aussi dans Farang, où il prend son temps, justement. Ça, c'est marrant, parce que vraiment, ça prend son temps. On voit qu'il avait expérimenté ça un peu, de ce qu'il fera dans Cold Skin aussi, je pense, de mémoire. Et surtout ce qu'il fera dans Farang après, c'est-à-dire qu'il place ses personnages face à un doute, face à cet inconnu qui est la vie et tout. Alors, on est loin de William Friedkin là-dessus, parce que, comme tu le dis, Friedkin, il prenait son temps, etc. Là, dès le début, avec la discussion qu'elle a avec son chef, c'est mort pour le développement du personnage derrière. C'est terrible, on balance tout direct. Et comment tu veux faire vivre ton protagoniste derrière? Après, elle se débat dans son enquête, mais elle est totalement absente du truc, si ce n'est qu'elle fait ami avec un prêtre. Voilà. On sent qu'il pourrait y avoir une tension entre les deux. L'église, alors, pour le coup, le film ne prend pas de gants avec l'église catholique. Ça, c'est sûr. On voit bien l'idée aussi qu'un prêtre est allé trop loin, donc l'église l'a un peu, pas répudié, mais si, quand même, accusé de meurtre, parce que ça arrange bien l'église et machin et tout. Bon, ok. C'est un film qui questionne la religion, pas tant que ça, mais plutôt la valeur de cette religion face à une autorité. Ce serait presque plus un film, j'ai envie de dire, protestant puritain qui critique la religion catholique. J'ai une petite théorie là-dessus, mais bon, après, je ne sais pas, voilà, ce qu'on pourra en dire sur la fin. Mais oui, après, elle est, remarque, le personnage qui est vidé de sa substance d'emblée, parce qu'on sait qu'il va y avoir un truc vis-à-vis de sa mère, on en parlera plus en zone spoiler. Du coup, comme ça, c'est placé là, peu importe, on sent qu'il va y avoir cette idée de transfert, machin, plus elle avance dans l'enquête,
puis forcément elle se rapproche de cette victime, l'idée du démon qui passe à droite à gauche, bon ça c'est du vu et du re-revu et du re-revu, et puis même le côté, je reviens à ce que tu disais sur le côté folk local, à part une sorte de Halloween local, Strigoi, je sais plus quoi, ça aurait pu se passer en Pologne, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, au Chili, on aurait eu la même histoire, que ça aurait rien changé. Si ce n'est le discours vaguement local, mais ça tu peux le faire dans tous les pays, de gens qui se méfient d'autres personnes parce qu'il y a des tziganes, et les Roumains locaux se méfient des tziganes, etc. Et ça aurait pu être plus développé d'ailleurs sur le côté historique de cela. Mais bon, ça se passe en Roumanie, c'est juste parce que ça a dû coûter moins cher de le tourner là-bas et que le CNC local a sûrement accepté de financer, c'est tout. Mais au final, oui, c'est vraiment, voilà, c'est un film où il y a un climax au début. Après, on te bourre le truc du personnage. Il se passe plus grand-chose. Ce n'est quelques beaux plans locaux, voilà. Et puis à la fin, reclimax, mais un climax qui va te durer même pas 5 minutes. T'as même pas la tentative du build-up avant. Oui, t'as quelques flashbacks sympas, avec quelques moments de jumpscare, avec des cauchemars. À un moment, il y a une scène étrange avec des insectes qui sortent du vagin. Pour montrer que l'amour est interdit et qu'est un péché. Oui, en subtilité, on repassera. Et au moins, Xavier Jean, ça a dû prendre plaisir à faire quelques scènes comme cela. Et la plupart du temps, il a dû aller sur le tournage comme toi ou moi, on va au boulot le matin après avoir pris un café, quoi. Quoique nous, on a de la chance, parce qu'avec notre travail, on a de belles aventures. Nous ne sommes pas que des faiseurs en tant qu'enseignants. Et l'idée est là, quoi. Il y a des jours où il devait être moins motivé que d'autres. Oui, parce qu'on sent qu'il est quand même, mine de rien, on a l'habitude de voir Xavier Jean un peu, même en termes de violence, t'en parlais tout à l'heure, un peu plus vénère quand même. Je trouve que là, c'est un peu tristement sage au niveau de la violence, parce que quand on est sur des films d'exorcisme, on attend quand même des explosions un petit peu, même quitte à être grotesque, quitte à aller dans un grotesque totalement assumé. Moi, j'attends des petites choses comme ça, et j'attendais finalement comme je connaissais pas le film au début, j'en avais finalement très peu entendu parler. Je savais vaguement qu'il y avait ce film-là qui existait quand même malgré tout. Moi, je m'attendais à ce que Xavier Jean, ce qu'il fait très bien dans Frontières, on est vraiment sur ce grotesque, et c'est ça qui est fort, c'est qu'il arrive mine de rien. Et dans The Divide. Et dans The Divide, effectivement. Il s'était lâché. J'ai l'impression qu'un film sur deux, il arrive à se lâcher. Bon, Hitman, c'était différent. Il se lâchait sur des scènes d'action qu'il ne faisait pas toujours. Apparemment, il y avait une seconde équipe et tout. Mais c'est vrai que là, on a le phénomène de Divide, de Hitman, pardon, où on sent qu'il subit plus le projet qu'autre chose. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans Hitman, il me semble qu'il y avait aussi ce genre de plan là qu'on a au début de crucifixion avec une caméra qui vole un petit peu. Il me semble qu'il y avait ça aussi. C'est intéressant, comme quoi, voilà, c'est peut-être la seule façon qu'il a eu de s'exprimer. Bah, et puis même, tu vois, cette manière, je pense, les séquences où on parle justement de pluie, je trouve que c'est un truc qu'on avait déjà dans, tout le climax de Frontières, il y avait tout ça qui se passait sous la pluie. On avait effectivement tout ce travail sur la pluie purificatrice, etc. Mais je trouve que pour le coup, ça donnait vachement mieux dans comment dirais-je, dans Frontières, parce que il y avait des enjeux humains bien plus forts que ça en fait, parce que là, pour le coup, les enjeux humains sont très très fragiles. Encore une fois, comme tu disais, comme il balance absolument tout au début, il y a plus grand chose finalement à en tirer, et on sait effectivement où nécessairement ça doit aller. Parce que tout à l'heure je disais on va pas spoiler qui va être possédé, mais en même temps en fait on le sait depuis le début presque, c'est tellement posé comme ça que y a pas vraiment de suspense là-dedans en fait. Et je dirais même globalement en fait, après tout le déroulé, il y a vraiment cette impression très gênante en fait de voir une sorte de cahier des charges qui enquille un petit peu tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il convient de faire pour arriver à ce fameux exorcisme en fait. Et on enchaîne vraiment les choses sans vraiment y prêter attention, sans être vraiment investi. Moi, j'étais tout le temps extérieur en fait au récit, c'était très compliqué. Alors, effectivement, tu disais un truc moi que j'aime bien, c'est le travail sur les transitions effectivement aussi, qui sont vraiment chouettes à certains moments quand on travaille sur le flashback et qu'on fait s'interpénétrer passé et présent. Et ça, c'est assez cool. Il y a des trucs vraiment jolis où la colorimétrie varie un tout petit peu. Il y a plein de choses assez chouettes comme ça, qui fait que tu te dis que derrière, il y a un réal. Il n'y a pas qu'un faiseur finalement, il y a un réal derrière, mais qui est un peu pieds-poings liés à un cahier des charges, et qui est en grossièrement cette idée quasiment, parce que ça fait vraiment penser, alors j'enlève Conjuring mis de côté, mais au film comme La Malédiction de la Llorona, enfin je sais plus si c'est Llorona, mais La Malédiction de la Dame Blanche, je crois, qui était aussi affiliée de manière plus ou moins lointaine au Conjuring verse, alors qui était plus officiellement intégré dedans, qui sont des films qui finalement ont très peu de personnalité, et tu les retiens pas en fait, c'est-à-dire qu'ils sont, moi, comme on l'a dit souvent, moi les films malades j'aime bien, parce qu'un film malade c'est un film qui a souvent de la personnalité, qui a un symptôme de quelque chose, qui a un symptôme
d'un atermoiement mental qui est pas forcément à l'aise. Et là, globalement, je ressens même pas cet atermoiement-là. Donc je trouve que le film reste juste presque une sorte de truc en pilotage automatique, et ça m'emmerde de dire ça pour Xavier Jeance, mais il y a presque ce truc-là. C'est pas un film malade, c'est un petit peu l'enfant trop sage qui un matin a pas envie de se lever, il fait semblant d'être malade dans son lit, comme dans E.T., hein, il met le thermomètre sur la lampe, et en fait il est à peine fiévreux, quoi. Hein, c'est un film pareil. Enfin, l'histoire de base est paresseuse dans le sens où ça aurait pu faire un film d'1h30 très bon, enfin bon en plus cas, si on développait plus les personnages et qu'on prenait le temps de faire des révélations. Tout est dans le timing. Moi, je veux bien qu'on parle de la mère de la journaliste. C'était nécessaire balancer ça dès le début avec le patron. T'as l'impression, en plus, cette scène, elle m'énerve d'autant plus que t'as l'impression que son patron, il lui parle jamais comme ça d'habitude, et d'un seul coup, limite, il est là, il regarde la caméra. Ah, regarde, on est filmé là. Tu vois, et ta mère, hein, t'es sûr que t'as envie parce que ta mère, et ta mère, et rappelle-toi ta mère, limite. Enfin, tu pourrais faire une parodie de cette scène, quoi. Et c'est ça qui est dommage. Pourquoi? Peur que le public parce que il fallait intégrer le public directement avec l'enjeu. On peut pas laisser le spectateur s'imprégner tranquillement du truc. Était-ce même besoin finalement de la montrer dans sa rédaction et tout je ne sais pas. Tout ça pour oui. Après, évidemment, plus ça tue tout suspense. Parce que c'est vraiment dès le regard. Enfin, je sais pas. On sent que c'est le destin qui l'appelle en acceptant cette enquête, alors que franchement, elle devrait en avoir rien à faire en plus. C'est ça aussi. Parce que tu dis un truc paradoxalement aussi, c'est que le film prend son temps en fait. Tous ces éléments, on aurait pu vraiment les distiller au fur et à mesure et remplir des gouffres qu'il y a pendant l'enquête en fait en tant que tel. Et en plus, t'as des idées quoi. Là, quand elle est sur cette route, qu'elle aperçoit cet enfant là, qui sort une sorte de statue, je sais pas quoi. Ouais, il y a une tentative de mystique à ce Halloween local là. Mais non, il faut que ça soit bavard pour rien. Et puis alors les dialogues avec le jeune prêtre et tout. Non mais oui, alors là c'est tout est explicatif, tout ça. Limite on n'aura rien à fiche. C'est plus intéressant ou le flashback au moins avec la transition. Là au moins on est dans du cinéma. Sinon sur les discussions tout ça. Autant dépouiller à fond. Si tu veux faire un film comme ça, dépouille. Mais j'ai un peu l'impression que les deux scénaristes, les frangins là. Tout auréolé de leur succès avec The Conjuring, ils avaient fait La Maison de Cire aussi, qui je crois que je l'avais vu sur Canal+ à l'époque, mais j'ai plus trop de souvenirs. Apparemment c'est bien, mais c'est moins sage. C'est moins sage. Sûr, ouais. Voilà. Et là j'ai l'impression qu'ils avaient un petit scénario tout sage et tout, qu'ils ont un peu propre. Peut-être qu'ils voulaient balancer certaines idées personnelles sur la foi, je ne sais pas. Et ils ont pu le faire le film parce qu'ils ont fait Conjuring avant. À mon avis c'était un scénario qui était bloqué dans des tiroirs depuis 20 ans. Et ah oui, bon, on va pouvoir le faire. Bon, il faut. James, tu veux faire le film? Non, ça a l'air nul, tes trucs. Vous prenez prenez-moi le français qui a fait Hitman, là. Oh, ben, c'est pas gentil pour lui. Si, allez. Non. C'est vrai que t'as l'impression, le pauvre Xavier Jeance, quand même, 2 projets plus ou moins américains d'affilée, et le Divide, qui était quand même, pour le coup, il a réussi à faire quelque chose. Je pense que le projet de base était aussi dans les tiroirs, etc. Il a réussi à en faire quelque chose, parce qu'il a aimé le huis clos. Là, c'est plus compliqué. Je pense que, il n'a pas dû être à l'aise. Je pense qu'il a accepté le projet en mode ouais, allez, un petit film d'exorcisme, probablement fan de l'exorciste de Friedkin. C'est un petit fantasme pour un réalisateur qui a tourné des films d'horreur, de faire un film d'exorcisme. C'est quelque chose, quoi. Et là, voilà. Et puis pourquoi la Roumanie? Et en plus, il parle pas roumain la plupart. Enfin, ouais, puis mais au final, oui, la musique, très bien. Musique qui est très factuelle aussi. Alors pourtant, t'as David Julian derrière qui a collaboré plusieurs fois avec Nolan, notamment Le Prestige, un de tes films de chevet quand même. Bien sûr. On rappellera ton passage chez Samir. Mais ouais, t'as l'impression que tout le monde est là pour récupérer le petit chèque à la fin du mois, quoi. Mais l'actrice aussi, mais bon, c'est pas de sa faute, c'est le personnage qui est comme ça. Personnage absent, du coup, le spectateur est un peu absent. Bien sûr. Et en plus, quand on a envie de faire croire, mine de rien, en fait, qu'il y a quelque chose d'un petit peu... où il y a des petites aspérités chez ce personnage-là, on n'y croit pas vraiment non plus, parce qu'il n'y a pas... Encore une fois, elle traverse le film comme une sorte de spectre un peu désincarné. Et il y a ces moments-là, effectivement, tous les fantasmes qui sont pris avec le jeune prêtre qu'elle rencontre, qui pourrait avoir quelque chose d'un petit peu, encore une fois, un peu qui traite un peu d'aspérité, un peu vicelard, un peu pervers, mais qu'on n'a pas vraiment, en fait. C'est jamais... En fait, tout est très mesuré et tiède, parce que même quitte à faire un film d'exorcisme, si t'es fan de films d'exorcisme, alors évidemment, je entends que tu serais pas
un petit peu pieds-poings liés à un cadre de production qui va trop loin. Mais si tu as envie de faire, au moins tu y vas à fond. Encore une fois, t'en fais des caisses. T'en fais des caisses en termes de violence. T'en fais des caisses au niveau des insultes que balancer le démon. Quand tu passes à la séquence d'exorcisme, tu y vas à fond. C'est un démon poli. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a trempé dans l'eau tiède un petit peu avant de devenir possédé. Mais en fait, l'idée est pas mauvaise de la faire passer comme une sorte de spectre par rapport à ce qu'elle a vécu et tout. Et là encore, on en revient à cette révélation du début. On aurait pu petit à petit voir ce trauma avec quelques petits cauchemars. Bon, ça aurait fait cliché, mais au moins, ça aurait été mieux qu'une discussion avec le rédac chef. Et puis, oui, le parallèle avec le prêtre, tout ça pour faire justement un lien avec amour interdit dans l'église. C'est des grosses pattes quand même. Hein. On n'a pas besoin de tisser cela pour arriver à ce qu'on va dire dans la zone spoiler. Hein, parce que écoute, on va y passer en zone spoiler justement. Spoilons gaiement dès lors. Puisque pour le coup, on a commencé à titiller, si je puis dire, le spoil, donc autant y aller maintenant. Alors justement, est-ce que tu peux évoquer un petit peu, ce final peut-être, pour revenir à ces questions-là, parce qu'on sait finalement tout est un peu amené, mais comment tu l'amènerais toi, cette partie-là? Là, l'idée du démon qui se transfère, hein, qui dès qu'il y a contact avec le cadavre, enfin avec le possédé, du coup ça passe à machin, un truc. Tu le sais très vite, du coup, en plus, pas besoin de le savoir trop vite, mais tu le devines avant même qu'ils le disent, plus ou moins, et tu le sais que ça va finir sur l'héroïne. D'autant plus qu'elle est déjà possédée, d'une certaine manière, par le fantôme, si on veut, de sa mère, mais de façon très allégorique. Hein. Cette mère, alors, on nous le tartine au début, c'est important, cette mère qui était malade et qui a préféré se laisser mourir par la foi. Donc du coup, la journaliste qui s'appelle Nicole, eh bien, elle ne croit plus. Elle se méfie de tout ce qui est foi et tout, parce que sa mère, elle est morte dans la foi. Waouh. Bon là, ok. Donc en plus, elle accepte un truc sur la foi. Je dis tiens, je vais pouvoir être corrosive sur les hommes de foi qui tueraient des pauvres nonnes qui y sont pour rien et tout. Et petit à petit, en fait, en traversant cela, le film, donc nous la possède à la fin, tout ça pour lui faire regagner la foi. Alors, moi je veux bien, c'est intéressant en soi, tiens, un l'exorcisme qui est en lien avec la foi, et à la fin, ok, c'est la mère qui vient l'aider, plus ou moins, enfin, t'as cette impression-là avec cette pluie qui fonctionne comme une sorte de nouveau baptême, hein, aussi. On parlait de purification tout à l'heure, là on est carrément dans le nouveau baptême. Et avant, t'as une sorte de scène avec, je crois que c'était le soleil ou la lumière qui la guide, qui représente sa mère et tout. Donc Dieu m'a donné la foi, quoi. Hein, en état de doigt d'avoir une petite chorégraphie sur du Ophélie Winter. Remarque, ça t'aurait réveillé, parce que on sent qu'à certains moments t'as dû battre de l'aile ou de la paupière. Non mais sérieusement, le côté guide, machin. Alors, à la fin, on se retrouve avec une sorte de d'ode spirituelle qui, je trouve, est très maladroite. La lumière dehors, une fois que elle est libérée, elle retrouve le lien avec Dieu et sa mère, et puis après elle est de retour au pays avec la photo de sa mère vue sur une sorte de cathédrale avec le lever de soleil derrière. On a l'impression que Xavier Jeance, il a tourné ça avec un gros sourire. Quoi. Il dit, bon, vous voulez vraiment qu'on finisse là-dessus? Allez, on va finir là-dessus. Et alors là, je sais pas quel est censé être le message derrière, mais c'est pour ça que je qualifie le film de film puritain, en fait. Parce que à la fin, non seulement ça a été très sage, mais à la fin, c'est super joyeux, quoi. T'as l'impression qu'en fait, elle devait passer par cette épreuve pour regagner la foi. Ouais, elle a traversé son désert, quoi. C'est Jésus 2 le retour. Hein. Non, mais là, c'est vrai que la fin, c'est très américanisé, quand même. Après, c'est toujours effectivement l'écueil du film d'exorcisme, en fait, effectivement, où soit on reste chez... Dans l'exorcisme de Friedkin, c'était quand même un peu plus... il y avait beaucoup plus de doutes, y compris du côté des hommes de foi, hein. Voilà, chez Friedkin, il y a quand même, c'est toujours hyper ambigu, et c'est ça qui est intéressant, mais effectivement, dans la plupart des films d'exorcisme qu'on suivi, il y a quand même toujours cette tendance à avoir quelque chose un petit peu derrière de l'ordre de la bourdieuserie ou de la grenouille de bénitier, comme film, comme ça. Marc, il y a toujours l'exorcisme d'émotion. Tu l'as vu, l'exorcisme d'émotion? Ouais, c'était pas terrible. Enfin, c'était pas terrible, mais... Avec le personnage Hélène Burchin qui revient en mode ah oui, mais voilà, le patriarcat des hommes d'église, bon oui. Bon, je veux bien, on rigole, hein. J'ai l'impression que c'est de l'humour d'ailleurs à ce moment-là. Oui, mais oui, la bondieuserie, je veux bien, mais alors là, dans les symboles et tout le bordel,
toute façon, tu le vois venir dès le début. Elle a cassé avec la foi, avec sa mère et tout. Là, elle doit accepter la mort de sa mère, la foi de sa mère, et retrouver la connexion avec sa mère par la foi, et la foi qui va la sauver, quoi. Bon, ça aurait pu être beaucoup plus subtil quand même. Bien sûr. Ouais. Et par contre, tant qu'à y être, Xavier Jean, il se retrouve avec ça sur les mains. Bon, il arrive, il se dit, je vais réaliser comment. Eh ben, je vais y jouer sur des clichés, puisque de toute façon, le scénario pose des clichés. Autant que je fasse quelque chose d'esthétique en raccord, et il le fait bien. Formellement, il n'y a pas grand-chose en fait à reprocher. J'entends vraiment sur la pure forme en termes d'image à proprement parler. Il n'y a pas grand-chose à reprocher au film parce que c'est pas dégueulasse, c'est plutôt, encore une fois, c'est bien filmé. Tu vois, bon, alors, évidemment, je trouve que par exemple la séquence d'exorcisme, pour revenir sur celle-ci à la fin, elle est torchée en 2 minutes, il n'y a aucun enjeu. Et finalement, elle est vraiment plate en termes de mise en scène. Moi, j'attends de Xavier Jean, c'est quand même mine de rien un peu de folie, en fait, quelque chose qui fait que cette séquence d'exorcisme, en fait, il y a quand même cette idée qu'il y en a tellement eu dans l'histoire du cinéma depuis l'exorcisme, pardon, de Friedkin, que tu t'attends quand même à essayer de tirer ton épingle du jeu sur ce type de séquence-là. En fait, c'est ça le cinéma de genre. Encore une fois, c'est des archétypes narratifs qui sont c'est extrêmement codifiés. Et c'est au réalisateur qui va investir ces codes-là, de les transcender par sa mise en scène, en fait, finalement. C'est pas tant ce qu'on raconte qui est important, mais la manière dont on le fait. Et là, effectivement, t'attends quand même qu'il y ait quelque chose d'un peu fou, d'un peu étonnant, d'un peu surprenant dans cette séquence d'exorcisme. Mais vu qu'elle est finalement extrêmement courte, ça a l'air finalement peu de temps pour l'expression vraiment de Xavier Jean qui fait une séquence d'exorcisme. Et finalement, en plus, elle est effectivement extrêmement sage et à part effectivement une symbolique qui est très 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 lourdement appuyée, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Tu vois, on parlait de films qui sont dans la bondieuserie. Paradoxalement, moi j'aime bien, et c'est peut-être une unpopular opinion, mais moi je suis quelqu'un qui aime bien par exemple le cinéma de Scott Derrickson, qui est pourtant un cinéma hautement bondieusard, si on peut dire ça comme ça. Des films comme Délivre-nous du mal, etc. Je veux dire, la fin de Délivre-nous du mal, ça se termine sur le papa flic qui a perdu la foi et qui baptise sa petite fille, etc. Bon, c'est ultra cucu. Mais au moins, quand tu regardes Délivre-nous du mal de Scott Derrickson, il y a un côté crado, ça y va à fond, l'exorcisme, il en fait des caisses, le mec, il se bouffe lui-même sa propre chair, c'est rigolo, quoi. Il y a au moins un truc un peu rigolo et un peu vivant. Alors, effectivement, la conclusion, soit dans l'exorcisme d'Emily Rose, c'est le même problème. Ça devient vraiment de la bondieuserie à la fin, et en plus, c'est pas toujours très honnête, parce qu'en plus, il y a une manière de guider le spectateur, de lui amener une sorte d'impression de doute, pour en fait en réalité l'amener sur une sorte de trou ontologique où le mec va être obligé de le combler en disant il vaut mieux croire que de ne pas croire. Et y a un truc gênant chez Scott Derrickson toujours, quel que soit le film, je pense même un petit peu dans son dernier dont je ne me rappelle plus le nom, dans Black Phone par exemple, il y a aussi un petit peu ça. Ouais, moi j'aime bien au demeurant. Voilà, c'est un peu lourdingue. Il y a 3 trucs lourdingues, ouais, sur la représentation de la société américaine. Voilà, on est d'accord. C'est ça. Mais en même temps, il y a toujours un truc fun chez Scott Derrickson. Alors je pense que Scott Derrickson a quand même plus sur ses projets d'amplitude, parce qu'il est quand même bien installé, et donc il peut se permettre un peu plus de violence, un peu plus de trucs un peu vicelard, un peu pervers. Mais il y a quand même ces bondieuseries là. Là, ce qui manque justement, c'est que pour contrebalancer la bondieuserie, moi je m'attendais à un peu d'amusement, un peu de truc un peu festif dans l'horreur, dans le gore, etc. Ce qui manque cruellement ici, et dans la mise en scène globalement. Ouais, je pense que c'est dû au budget aussi, parce que faire des scènes d'exorcisme où tu fais valser un petit peu tout, c'est vrai que là, peut-être qu'on aurait pu imaginer que la ferme s'envole avec un truc bien fort, quoi. Mais c'est vrai que ça reste très sage. Bon, l'appui en intérieur, c'est bien choisi, c'est bien trouvé. C'est chouette. Mais en soi, c'est pas mal. Mais je pense que ça, c'est des contraintes budgétaires. Franchement, ils n'avaient pas les moyens de faire manipuler trop. Et puis des CGI derrière, visiblement, il y en a pas. S'il y en a sur les insectes, là, il y a 2-3 trucs. Il y a 2-3 créatures. Alors, 2-3 apparitions. D'ailleurs, il y en a une qui est jouée par notre cher Javier Botet. Javier Botet, oui. Et qui est un peu notre homme élastique, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Oui, il est capable de faire beaucoup de choses, voilà. Mais même ça, finalement, c'est peu exploité. Alors, peut-être l'idée, c'était de pas trop en montrer pour nous faire suggérer. Oui, je veux bien, mais là, dans la suggestion on plombe le film sur des dialogues, j'allais dire indécents, non. Insignifiant. Voilà, j'avais un autre mot en tête, mais je l'ai perdu. Qui plombe le truc. C'est souvent trop bavard. Voilà. Toute cette art, voilà, nous présenter le jeune d'origine cigane et tout avec son père, etc. Là, pourquoi pas? Mais t'as un peu l'impression que c'est un peu artificiel. Tout ça pour nous vendre l'isolement d'une famille qui est isolée dans les lieux pour que ça se finisse là, voilà. Ouais.
loin de tout. C'est pour montrer l'exclusion aussi, l'exclusion de l'Église, l'exclusion de certains peuples par d'autres, mais qu'on ramènera toujours par la foi à la fin. Voilà. Mais cette fin, à la limite, c'est ce qui va, c'est les derniers plans après, quand elle est rentrée chez elle avec la cathédrale en fond, la lumière, le soleil et le plan où on voit le portrait avec sa mère. C'est mignon, quoi. Mais je te dis, je suis sûr que Xavier Jean, cette dernière scène, il a dû sourire en la faisant. Je sais pas, j'imagine. Enfin, voilà. Après, c'est quelqu'un qui a du cœur, Xavier Jean, ça a dû le toucher. On va dans Farang aussi, il y a cette idée de cœur, hein, avec la famille aussi. Mais on n'a pas vu Budapest encore, on sait pas ce que ça donne. Mais ce serait une belle aventure, ça tient aussi, je sais. Mais Kolsky, il y a ça aussi, hein. Kolsky, il y a toujours quelque chose d'un peu innocent, parfois un peu naïf, et c'est super. Et il y a toujours quelque chose de très joli. Et je pense, il y a une forme de naïveté et d'innocence chez Xavier Jean, en fait, qui ressort toujours. Et cet isolement permet d'éclairer les ténèbres et l'isolement, effectivement. Personnages qui sont isolés, dans Frontières évidemment, de Divide, isolés par la situation et tout, et qui doivent essayer de garder contact avec quelque chose. Alors la foi ici, la famille potentiellement, c'est intéressant ça. C'est et face à du coup au fantastique ou à la fin du monde, il aime bien gérer ça. Et dans Farang, c'est beaucoup plus terre à terre pour le coup. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que ça reste un film qui, mine de rien, est quand même dont je comprends finalement la pertinence. Il y a quand même une pertinence et une cohérence par rapport à la carrière globale de Xavier Jean. C'est pas un projet qui dénote totalement, mais on sent effectivement un projet qui est, je trouve, encore moins personnel bizarrement que Hitman. En fait, je trouve que Hitman, il y a encore, on l'a dit, je trouve qu'il y a encore il y a des vestiges de Xavier Jean dedans. Il y a des choses qui ressortent, ce qui fait que il est quand même là à des moments. Là, mais même dans les thématiques de Hitman, tu vois, hein, l'isolement, rapport à la famille, mais justement le manque de famille et tout. Oui. Mais là, je trouve qu'il manque ça. Je trouve qu'il y a un peu moins. Ouais. On sent que c'est très lissé, quoi. C'est très j'allais dire surproduit, non, du coup, mais surécrit dans le côté lisse pour arriver à un message final. C'est bizarre parce que voilà, une fois que le film était tourné et tout, ils y ont même pas cru, ils l'ont pas sorti en salle. À mon avis, les projections test ont dû être un désastre et ils ont balancé ça directement en DVD. Ça a dû être très difficile comme expérience pour Xavier Jean, je pense. En plus, en même temps, t'as son Codeskin qui n'avait pas trouvé de sortie en France. Alors, il est sorti en DVD en France 2 ans après, mais ça a été triste, hein, cette période-là. Heureusement, finalement, il y a eu Budapest qui a pu sortir en salle, et Farang, là, récemment aussi. Et là, le prochain sur Netflix, ça va mieux pour lui. Donc, lui aussi, il est passé par cette traversée du désert et il s'est accroché. Il s'est isolé du cinéma français et tout pour mieux revenir. Du coup, c'est intéressant, ça. Finalement, il est à l'image de ses personnages. C'est quelqu'un qui a du cœur, mais qui parfois est isolé face à la situation. Donc, mais ce serait intéressant si à l'occasion d'écouter, en tout cas si Xavier tu nous écoutes, ce serait intéressant de pouvoir, pourquoi pas, sait-on jamais, échanger un petit peu sur ta filmographie, on sait jamais, si il est intéressé, ce serait intéressant en fait de pouvoir. Cette interview là, tu vois, voilà. On note ça dans un coin, voilà. Voilà, ça pourrait être, voilà, on le pose comme ça, après Xavier, je te permets, si tu as envie, il faut pas hésiter à venir parler, justement, ça peut être intéressant. Oui. Parce que l'idée, c'est qu'on n'a pas l'intention, autour de fois, l'idée, c'est pas de détruire le film non plus, hein, c'est, moi, c'est un film, c'est vrai, qui va, je dirais, en fait, j'ai ressenti un peu d'énervement sur certains points, effectivement, à plusieurs reprises. Et en même temps, en fait, je pense qu'à terme, ce qui reste, c'est une forme d'amertume, en fait, de cette idée que il y a quand même un réel derrière qu'on sent, malgré qu'on sent moins dans le reste, dans les autres films de sa carrière, à part effectivement Budapest, que j'ai pas encore vu non plus. Mais à part ça, en fait, on sent qu'il y a quand même quelqu'un derrière. Pour moi, c'est beaucoup moins lisse qu'un Annabelle. Enfin, Xavier Jean, c'est pas John Leonetti, enfin, comment il s'appelle, Leonetti, enfin, voilà, c'est pas ce mec-là qui est impersonnel dans Annabelle, par exemple, totalement. Là, il y a quand même quelque chose, il y a un truc qui colle à ces thématiques, qui finalement fait qu'il y a quand même quelque chose, effectivement, tu disais tout à l'heure, de film d'auteur malgré tout, parce qu'on sent un auteur derrière qui a des obsessions et qui veut les faire valoir. Mais je trouve que dans ce film-là, il peine encore plus à le faire, parce qu'il y a cette sorte de couche de lisse, ce couche de comment dirais-je, une couche de lissage extrême au-dessus, et qui fait qu'il peine à ressortir vraiment. Et en même temps, voilà, effectivement, alors après, c'est pas encore une fois, effectivement, c'est pas un mauvais film à proprement parler, mais c'est un film qui est à la fois extrêmement sage et lisse, et qui en même temps, je trouvais un peu
ce lissage-là témoigne d'une sorte de souffrance. Je trouve que c'est un film qui est quand même en souffrance, si je puis prendre ça comme ça. Ouais, mais du coup, c'est quand même intéressant d'en parler. Oui, c'est tout ça, à fait. c'est ça qui est... Donc, ça prouve qu'il y a toujours quelque chose à tirer, même d'œuvres qui vont pas nous inspirer plus que cela. Surtout quand on les resitue dans une filmographie, on essaye de comprendre aussi. Qu'il a peut-être... Il faut quand même penser qu'il y a eu 6 ans entre The Divide et The Crucifixion, donc il a dû, j'imagine, essuyer pas mal de revers sur plein de projets. On peut l'imaginer. Il a pas pris 6 ans à se tourner les pouces, hein. Je pense pas que ce soit le genre. Entre-temps, il avait produit des films, mais bon, il avait produit la Cell Phone de Todd Williams. Voilà, je sais pas si tu connais. Non, pas du À mon avis, c'est un film où il y a de l'horreur sur les téléphones. C'est pas track sur Internet, mais voilà. Il avait fait quand même un segment pour ABCs of Death. Oui, tout à fait, aussi. Voilà. Et c'est vrai que donc là, il arrive là peut-être un peu exsangue et il a accepté un petit peu quelque chose. On lui a dit oui, quoi. Et au passage, très bien, le segment pour le coup qu'il a fait pour ABC of Death, pour moi, pour le coup, c'est très court, c'est très bref, parce que c'est 3 minutes maximum, enfin, c'est entre 3 et 5 minutes. Et mine de rien, c'est un film beaucoup plus personnel et qui témoigne plus de qui est Xavier Jans que ce film-là, pour le coup. Dans le aussi, c'est X for XXL, il me semble, c'est le titre, parce qu'il travaille sur la lettre X. Et pour le coup, je trouve, voilà, mine de rien, c'est très très gore. Mais il y a toujours ce cœur qu'on sent derrière. Il y a quelque chose de profondément émouvant là-dedans, en fait. Et je trouve que chez Xavier Jans, mine de rien, c'est souvent par la violence, aussi extrême soit-elle, que rejaillit en fait toute son affection, son amour, son innocence, sa naïveté, sa candeur. Et je prends vraiment au sens très positif son amour pour ça. En fait, souvent il passe par l'extrême violence, en fait. Et je trouve que peut-être le fait qu'il manque cette violence-là, en fait, ça enlève ce supplément d'âme et ce supplément de cœur. C'est peut-être une interprétation, mais moi je trouve que ça passe souvent par ça, en fait. Ouais, et puis c'est un exercice de style, peut-être qu'il se force justement des fois à se contenir un petit peu, voir où il pourrait aller ailleurs. Enfin, sur Farang, on le voit, il y a la violence, il y a des moments où il prend son temps et il se pose. Je pense qu'il a besoin de ça. Surtout depuis qu'il a... alors je sais pas s'ils étaient mariés avant, mais il travaille avec la réalisatrice Mounia Medour. Elle a fait quand même 2 films qui posent aussi des bases de sociétaux et qui prennent leur temps, quelque part, avec aussi du cœur et une autre forme de violence, libératrice d'ailleurs. Donc peut-être que, voilà, c'est intéressant, c'est un parcours intéressant. Elle avait, c'est marrant parce qu'elle était assistante sur Hitman, Mounia Medour. Alors, est-ce qu'ils se sont rencontrés là? C'est amusant. Oui, c'est vrai. Mais voilà, donc... c'est un réalisateur assez riche quand même. Il y a beaucoup de. Je pense qu'il n'a pas encore exprimé tout son potentiel. Et on verra avec Sous la scène ce que ça va donner, parce que là, je pense que ça peut être le film qui va le faire. J'allais dire décoller, j'en sais rien, mais profiter de la hype des JO en plus à la sortie, parce que Netflix ils vont pas s'en empêcher. Ça va être beau, je pense. Un petit film de requin sur la scène là. C'est très L'idée est très très bonne. Voilà. Ouais. Si ça a une bonne promo et que le film est bon, je pense que ça pourrait lui ouvrir parce que bon, est-ce qu'il va rester sur Netflix? Là, il est parti pour un gros cycle Netflix, je pense, parce qu'il a réalisé des épisodes pour la série Lupin, donc il doit y avoir du contrat. Mais si au moins ça peut lui permettre de faire du cinéma, il va pas dire non. Bah puis il a eu la rencontre aussi pas mal avec Gareth Evans de son côté aussi, avec qui il a fait Gangs of London aussi, si je me trompe pas. Et pour le coup aussi, c'est qu'il a permis certainement de l'amener à Farang aussi, sur la manière dont Gareth Evans travaille l'action aussi. Et c'est bon, on en parlera de Farang un petit peu plus tard, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est certainement pour l'instant, à ce jour, le film de Xavier Jans. Alors effectivement c'est le dernier officiellement pour l'instant, vraiment son film le plus équilibré justement entre ce truc profondément humain, émotionnel et ces explosions de violence à certains moments. Moi bon, on en reparlera, mais c'est un film que j'aime beaucoup pour le coup, qui m'a beaucoup touché. Et j'ai retrouvé finalement le Xavier Jans que j'avais un petit peu perdu sur cette période. Même si je dis ça, en fait, il y a Colskin qui est un film que j'aime beaucoup. On y reviendra de toute façon d'ici quelques temps aussi. Colskin, c'est intéressant parce que en fait, il va crescendo là. Alors, on verra si Budapest au milieu confirmera. Oui, c'est vrai. Je suis très curieux, hein. Honnêtement, c'est celui l'autre qui me manque et je suis très très curieux. Est-ce que tu avais des choses que tu voulais rajouter auxquelles on n'aurait pas forcément pensé ou Non, mais si ce n'est que celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du film, parce que je pense que peu de gens peut-être l'auront vu, mais si nous l'avons vu, ça veut dire que vous pouvez le voir aussi. C'est toujours pareil. Hein.
Mais ouais, puis si Xavier Jean se passe par là, franchement, on le remercie de sa diversité, de ses tentatives aussi. Parce qu'il faut quand même, voilà, faut passer par certains films là, mais bon, depuis Cold Skin, Farang, le prochain qui, je pense, va quand même être intéressant. On aura de quoi quelque chose à se mettre sous les dents, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais non, c'est un réalisateur qui a du cœur. Il a son petit côté Spielberg dans sa façon d'avoir du cœur pour faire du cinéma. Et c'est pas vraiment du Spielberg. On verra si Sous la Seine ressemblera un peu aux Dents de la Mer, parce qu'il y avait des plaisanteries là-dessus déjà d'avance. Non, mais c'est quelqu'un qu'il faut soutenir. Peu importe que certains films soient moins bons que d'autres. Au contraire, d'ailleurs, c'est plus intéressant comme ça. Ça permet de jauger et de marquer la progression, quoi. Donc, voilà. On a une approche très truffaldienne, hein, finalement. C'était de la politique des auteurs, finalement. On est quand même... C'est ça. C'est ça. Et j'en profite au passage, peut-être on va continuer la filmographie des agences, mais peut-être, qui sait, on fera peut-être une incartade Alexandre Bustillo et Julien Maury entre-temps, puisque oui, c'est vrai. leur prochain film va sortir d'ici quelques temps, donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, peut-être de faire une petite parenthèse à l'intérieur de Xavier Jean pour nous mettre à jour sur Alexandre Bustillo et Julien Maury. Ce film que je suis très curieux, ou des réalisateurs qui s'en rapprochent beaucoup. Moi, je trouve de Xavier Jean, c'est un style de réalisateur avec du cœur, en fait, effectivement, où ça marche pas toujours, mais ils essaient des choses. Il y a cette passion qui reste intacte malgré le fait que parfois ils se prennent les pieds dans le tapis, que tout ce qu'il y a autour d'eux semble s'acharner pour les écraser un petit peu. Mine de rien, c'est des mecs qui se battent, ils ont une putain d'envie de cinéma, et ça, c'est déjà incroyable, en fait. On comprend volontiers, malheureusement, les soucis qu'ils peuvent avoir au cours de leur carrière, et on n'a qu'une seule envie. Moi, j'ai toujours ça, en fait. J'ai toujours qu'une seule hâte quand je découvre un film de ces réals-là, c'est de voir le suivant, malgré tout, en fait, en me disant, ok, là, c'est peut-être pas réussi, mais je veux voir ce qu'ils ont à me proposer après. Donc ça, c'est déjà super, en fait. C'est comme le cycle Takashi Miike. Alors lui, c'est XXL, hein, pour le coup. Sur ma chaîne, hein, là, on n'a toujours pas décidé quel sera le prochain Miike. On s'y penchera à l'occasion. Parce que c'est pas facile de les trouver, les Miike, en France. C'est pas facile. De moins en moins maintenant, parce que plus on avance, plus on écoule les plus connus, et on se trouve à aller farfouiller dans ce qu'il y a de moins. Donc ça va être curieux la prochaine. On trouvera. Oui, tout à fait. En tout cas, un grand merci à toi, Julien, pour cet échange sur The Crucifixion, cet étrange film. Je vais le Même le titre est bizarre. Même le titre est bizarre. Tout à fait. On n'en a pas parlé. On comprend pourquoi, mais pourquoi ce titre? Voilà. Voilà. Non, mais effectivement, le titre aussi est très curieux. On a des échos à plusieurs moments du film. Mais finalement, est-ce que ça joue beaucoup? Je me suis vraiment posé la question, en fait, à terme, de l'intérêt de ce titre-là, vraiment, même si effectivement il a du sens, hein, quand même, narrativement parlant, il y a des choses. Oui, bien sûr. Mais ça n'apporte finalement pas grand-chose, en fait, et ça aurait pu s'appeler n'importe quoi d'autre, finalement, quand même la crucifixion existe narrativement parlant. La pluie dans la grange, ça aurait été joli. Enfin, honnêtement, quand je termine sur ce petit point, parce que j'y pense aussi, quand j'ai vu l'introduction, j'ai eu quand même, parce que j'avais pas lu grand chose, je suis vraiment parti comme ça aussi, et j'avais sur cet espoir un petit peu secret, de voir Xavier Jean me faire de la non-sploitation, en fait. Moi, j'avais envie de ça. Oui. On commence avec de la non, moi j'avais envie que ce soit de la non-sploitation, que ça y est à fond dans ce truc-là, qu'il y ait un peu de cul déviant, un peu de trucs bizarres et tout. Non. Non, il y a vaguement un plan avec des insectes là, mais bon. Voilà. En tout cas, un grand merci à toi, Julien, pour toujours ta présence et tes échanges toujours riches, passionnants, et je dirais également pleine de générosité, parce qu'il y a quand même cette générosité que tu as et que tu fais valoir continuellement sur ta chaîne, dont tu donnes la preuve continuellement. Donc évidemment, allez vous abonner à la chaîne de Jules Melon, qui est toujours d'une prolifiquitude, je ne sais pas, qui est toujours d'une régularité. Prolixe et régulier. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Donc allez-y là-bas, vous aurez de la régularité, c'est incroyable. Encore une fois, c'est incroyable de pouvoir donner et de parler autant de films avec encore une fois une telle régularité, régularité, je pense que c'est bien, et je trouve que c'est toujours très impressionnant de voir ton débit de contenu, c'est assez hallucinant. D'ailleurs, je le dis toujours, mais j'ai jamais le temps de tout regarder, malheureusement. Personne ne regarde tout. C'est comme la boîte de chocolat, à un moment, tu la passes à des potes pour qu'ils la finissent. Hein. On est d'accord.
Et puis de toute façon, on aura l'occasion certainement de te retrouver le mois prochain sur la chaîne, notamment pour. Mais je pense qu'on aura l'occasion peut-être de faire un petit Mickey à l'occasion aussi, pour participer à Dire Horror Movie. On trouvera un moment pour le faire, et je pense pour le mois de mai. Et je pense pour le coup on fera un Mickey en parallèle de toute façon, certainement. Pourquoi pas, si on a le temps, on sait jamais, soyons foufous. Un Xavier Jones dans la foulée, et donc Colskin dans la foulée, ce qui serait cool. Donc on se retrouvera en tout cas pour Colskin, pour le Dire Horror Movie sur un film que nous ne parlerons pas puisqu'on le découvrira à cette occasion-là, ce film d'horreur qui t'a marqué. Et puis un Mickey, de toute façon, on a pléthore d'occasions, il y a de quoi faire de toute façon, puisqu'on ne finira jamais, évidemment. Ah non. Évidemment. Et encore merci à toi, merci à vous de tous nous écouter, et puis à une prochaine de toute façon pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Ciao, ciao, gros bisous.